Dans l'immédiat, toutefois, c'est la rancœur qui domine parmi les parents et les collaborateurs du disparu, qui craignent de voir Youssef profiter de la confusion générale pour attaquer la Syrie. Aussi, pour gagner du temps, évite-t-on de notifier au Caire la nouvelle, mais Saladin, qui a des amis partout, envoie à Damas, par pigeon voyageur, un message subtilement libellé. Une nouvelle nous est parvenue de chez l'ennemi maudit au sujet du maître Noureddin. Si, à Dieu ne plaise, la chose s'avérait exacte, il faudrait surtout éviter que la division ne s'installe dans les cœurs et que la déraison ne s'empare des esprits, car seul l'ennemi en tirerait profit. En dépit de ces paroles conciliantes, l'hostilité soulevée par l'ascension de Saladin sera farouche. Les larmes de Saladin. Tu vas trop loin, Youssef. Tu dépasses les bornes. Tu n'es qu'un serviteur de Noureddin, et tu voudrais maintenant t'emparer du pouvoir pour toi tout seul? Ne te fais surtout aucune illusion, car nous qui t'avons sorti du néant, nous saurons t'y ramener. Quelques années plus tard, cet avertissement envoyé à Saladin par les dignitaires d'Alep paraîtra absurde. Mais, en 1174, alors que le maître du Caire commence à émerger comme la principale figure de l'Orient arabe, ses mérites ne sont pas encore évidents pour tous. Dans l'entourage de Noureddin, aussi bien du vivant de celui-ci qu'au lendemain de sa mort, on ne prononce même plus le nom de Youssef. Pour le désigner, on emploie les mots de parvenu, d'ingrat, de félon, ou le plus souvent d'insolent. Insolent, Saladin s'est généralement gardé de l'être, mais insolente, sa chance l'est à coup sûr, et c'est bien ce qui irrite ses adversaires. Car cet officier kurde de 36 ans n'a jamais été un homme ambitieux, et ceux qui ont observé ses débuts savent qu'il se serait aisément contenté de n'être qu'un émir parmi tant d'autres, si le sort ne l'avait projeté à son corps défendant au devant de la scène. C'est malgré lui qu'il est parti en Égypte, où son rôle a été minime dans la conquête, et pourtant, en raison même de son effacement, il s'est hissé au sommet du pouvoir. Il n'avait pas osé proclamer la déchéance des Fatimides, mais lorsqu'il a été forcé de prendre une décision dans ce sens, il s'est retrouvé l'héritier de la plus riche des dynasties musulmanes. Et quand Noureddin a résolu de le remettre à sa place, Youssef n'a même pas eu besoin de résister. Son maître s'est subitement éteint, laissant pour tout successeur un adolescent de 11 ans, As-Saleh. Moins de 2 mois plus tard, le 11 juillet 1174, Amaury disparaît à son tour, victime d'une dysenterie, alors qu'il préparait une nouvelle invasion de l'Égypte avec l'appui d'une puissante flotte sicilienne. Il lègue le royaume de Jérusalem à son fils, Baudouin IV, un jeune homme de 13 ans, affligé de la plus terrible des malédictions, la lèpre. Il ne reste plus dans tout l'Orient qu'un seul monarque qui puisse faire obstacle à l'irrésistible ascension de Saladin, et c'est Manuel, l'empereur des Roums, qui rêve en effet d'être un jour le suzerain de la Syrie, et veut envahir l'Égypte en collaboration avec les Francs. Mais justement, comme pour compléter la série, la puissante armée byzantine qui avait paralysé Noureddin pendant près de 15 ans se fera écraser en septembre 1176 par Kilij Arslan II, petit-fils du premier, à la bataille de Myriocéphaloum. Manuel mourra peu de temps après, condamnant l'Empire chrétien d'Orient à sombrer dans l'anarchie. Peut-on en vouloir aux panégéristes de Saladin d'avoir vu dans cette succession d'événements imprévus la main de la Providence? Youssef lui-même n'a jamais cherché à s'attribuer le mérite de sa fortune. Il a toujours pris soin de remercier après Dieu mon oncle Shirkuh et mon maître Noureddin. Il est vrai que la grandeur de Saladin réside aussi dans sa modestie. Un jour que Salah-ed-Din était fatigué et qu'il cherchait à se reposer, un de ses mamelouks vint à lui et lui présenta un papier à signer. « Je suis épuisé, dit le sultan, reviens dans 1 heure. » Mais l'homme insista. Il colla presque la feuille au visage de Salah-ed-Din en lui disant que le maître signe. Le sultan répondit « Mais je n'ai pas d'encrier sous la main. » Il était assis à l'entrée de sa tente, et le mamelouk remarqua qu'il y avait à l'intérieur un encrier. « Le voilà, l'encrier, au fond de la tente, » lança-t-il, ce qui signifiait qu'il ordonnait à Salah-ed-Din d'aller prendre lui-même l'encrier, rien de moins. Le sultan se retourna, vit l'encrier, et dit « Pardieu, c'est vrai ».
Il s'étendit alors vers l'arrière, s'appuya sur son bras gauche et prit l'encrier de la main droite. Puis il signa le papier. Cet incident, relaté par Bahreddin, secrétaire particulier et biographe de Saladin, illustre de manière frappante ce qui différenciait celui-ci des monarques de son époque, comme de toutes les époques. Savoir rester humble avec les humbles, même quand on est devenu le plus puissant parmi les puissants. Ces chroniqueurs évoquent certes son courage, sa justice et son zèle pour le djihad, mais à travers leurs récits transparaît sans cesse une image plus émouvante, plus humaine. Bahreddin raconte. Un jour, alors que nous étions en pleine campagne contre les Francs, Salah-ed-Din appela ses proches autour de lui. Il tenait à la main une lettre qu'il venait de lire, et quand il voulut parler, il éclata en sanglots. En le voyant dans cet état, nous ne pûmes nous empêcher de pleurer, nous aussi, alors que nous ignorions de quoi il s'agissait. Il dit enfin, la voix étouffée par les larmes, « Taqi-Eddin, mon neveu, est mort. » Et il recommença à pleurer à chaudes larmes, et nous de même. Je repris mes esprits et lui dis, « N'oublions pas dans quelle campagne nous sommes engagés, et demandons pardon à Dieu de nous être laissés aller à ses pleurs. » Salah-ed-Din m'approuva. « Oui, dit-il, que Dieu me pardonne, que Dieu me pardonne. » Il répéta cela plusieurs fois, puis il ajouta « Que personne ne sache ce qui est arrivé. » Puis il fit amener de l'eau de rose pour se laver les yeux. Les larmes de Saladin ne coulent pas seulement à la mort de ses proches. Bahreddin se rappelle. Une fois, alors que je chevauchais aux côtés du sultan face aux Francs, un éclaireur de l'armée vint à nous avec une femme qui sanglotait en se frappant la poitrine. Elle est sortie de chez les Francs, nous expliqua l'éclaireur, pour rencontrer le maître, et nous l'avons amenée. Salah-ed-Din demanda à son interprète de l'interroger. Elle dit « Des voleurs musulmans sont entrés hier dans ma tente, et ils ont volé ma petite fille. J'ai passé toute la nuit à pleurer, alors nos chefs m'ont dit « Le roi des musulmans est miséricordieux, nous te laisserons aller vers lui, et tu pourras lui demander ta fille. » Alors je suis venu, et j'ai mis tous mes espoirs en toi. Salah-ed-Din fut ému, et des larmes lui vinrent aux yeux. Il envoya quelqu'un au marché des esclaves pour chercher la fille, et moins d'une heure après, un cavalier arriva portant l'enfant sur ses épaules. Dès qu'elle les vit, la mère se jeta à terre, se barbouilla le visage de sable, et tous les présents pleuraient d'émotion. Elle regarda vers le ciel, et se mit à dire des choses incompréhensibles. On lui rendit donc sa fille, et on la raccompagna au camp des Francs. Ceux qui ont connu Saladin s'attardent peu sur sa description physique. Petit, frêle, la barbe courte et régulière, ils préfèrent parler de son visage, de ce visage pensif et quelque peu mélancolique, qui s'illumine soudain d'un sourire réconfortant, mettant l'interlocuteur en confiance. Il était toujours affable avec ses visiteurs, insistant pour les retenir à manger, les traitant avec tous les honneurs, même s'ils étaient des infidèles, et satisfaisant à toutes leurs demandes. Il ne pouvait accepter que quelqu'un vienne à lui et reparte déçu. Et certains n'hésitaient pas à en profiter. Un jour, au cours d'une trêve avec les Francs, le Brinz, seigneur d'Antioche, arriva à l'improviste devant la tente de Salah-ed-Din et lui demanda de lui rendre une région que le sultan avait prise 4 ans plus tôt. Il la lui donna. On le voit, la générosité de Saladin a frôlé parfois l'inconscience. Bahreddin révèle. Ses trésoriers gardaient toujours en cachette une certaine somme d'argent pour parer à tout imprévu. Car il savait bien que si le maître apprenait l'existence de cette réserve, il la dépenserait immédiatement. En dépit de cette précaution, il n'y avait dans les trésors de l'État, à la mort du sultan, qu'1 lingot d'or de Tyr et 47 dirhams d'argent. Quand certains de ses collaborateurs lui reprochent sa prodigalité, Saladin leur répond avec un sourire désinvolte « Il est des gens pour qui l'argent n'a pas plus d'importance que le sable. » De fait, il a un mépris sincère pour la richesse et le luxe, et lorsque les fabuleux palais des califes fatimides tombent en sa possession, il y installe ses émirs,
préférant quant à lui demeurer dans la résidence plus modeste réservée au vizir. Ce n'est qu'un des nombreux traits qui permettent de rapprocher l'image de Saladin de celle de Noureddin. Ses adversaires ne verront d'ailleurs en lui qu'un pâle imitateur de son maître. On pourrait dire que Saladin est en général aussi exigeant avec lui-même, mais qu'il l'est moins avec les autres. Et pourtant, il se montrera plus impitoyable encore que son aîné à l'égard de ceux qui insultent l'islam, qu'il s'agisse des hérétiques ou de certains francs. Au-delà de ces différences de personnalité, Saladin reste fortement influencé, surtout à ses débuts, par l'impressionnante stature de Noureddin, dont il cherche à se montrer le digne successeur, poursuivant sans relâche les mêmes objectifs que lui, unifier le monde arabe, mobiliser les musulmans, aussi bien moralement, grâce à un puissant appareil de propagande, que militairement, en vue de la reconquête des terres occupées et surtout de Jérusalem. Dès l'été 1174, tandis que les émirs réunis à Damas autour du jeune As-Saleh discutent du meilleur moyen de tenir tête à Saladin, envisageant même de s'allier aux Francs, le maître du Caire leur adresse une lettre de véritable défi, où, occultant souverainement son conflit avec Noureddin, il se présente sans hésiter comme le continuateur de l'œuvre de son suzerain et le fidèle gardien de son héritage. Il écrit : « Si notre regretté roi avait décelé parmi vous un homme aussi digne de confiance que moi, n'est-ce pas à lui qu'il aurait attribué l'Égypte, qui est la plus importante de ses provinces? Soyez-en convaincus. Si Noureddin n'était pas mort aussitôt, c'est moi qui l'aurais chargé d'éduquer son fils et de veiller sur lui. Or, je vois que vous vous comportez comme si vous étiez les seuls à servir mon maître et son fils, et que vous essayez de m'exclure. Mais je vais venir bientôt. Je vais accomplir, pour honorer la mémoire de mon maître, des actes qui laisseront des traces, et chacun de vous sera puni de son inconduite. » On reconnaît difficilement ici l'homme circonspect des années précédentes, comme si la disparition du maître avait libéré en lui une agressivité longtemps contenue. Il est vrai que les circonstances sont exceptionnelles, car ce message a une fonction précise. C'est la déclaration de guerre par laquelle Saladin commence la conquête de la Syrie musulmane. Lorsqu'il envoie son message en octobre 1174, le maître du Caire est déjà en route pour Damas, à la tête de 700 cavaliers. C'est peu pour assiéger la métropole syrienne, mais Youssef a bien calculé son affaire. Effrayé par le ton inhabituellement violent de sa missive, As-Saleh et ses collaborateurs ont préféré se replier sur Alep. Traversant sans encombre le territoire des Francs, en empruntant ce que l'on peut appeler désormais la piste Chircou, Saladin arrive fin octobre devant Damas, où des hommes liés à sa famille s'empressent d'ouvrir les portes pour l'accueillir. Encouragé par cette victoire acquise sans un coup de sabre, il continue sur sa lancée. Laissant la garnison de Damas sous les ordres d'un de ses frères, il se dirige vers la Syrie centrale, où il s'empare de Homs et de Hama. Au cours de cette campagne éclair, nous dit Ibn al-Hathir, Salah ed-Din prétendait agir au nom du roi As-Saleh, fils de Noureddin. Il disait que son but était de défendre le pays contre les Francs. Fidèle à la dynastie de Zinki, l'historien de Mossoul est pour le moins méfiant à l'égard de Saladin qu'il accuse de duplicité. Il n'a pas entièrement tort. Youssef, qui ne veut pas jouer les usurpateurs, se présente en effet comme le protecteur d'As-Saleh. De toute manière, dit-il, cet adolescent ne peut pas gouverner seul. Il lui faut un tuteur, un régent, et nul n'est mieux placé que moi pour exercer ce rôle. Il envoie d'ailleurs lettre sur lettre à As-Saleh pour l'assurer de sa fidélité, fait prier pour lui dans les mosquées du Caire et de Damas, frappe la monnaie à son nom. Le jeune monarque est totalement insensible à ces gestes. Lorsque Saladin vient assiéger Alep même, en décembre 1174, pour protéger le roi As-Saleh de l'influence néfaste de ses conseillers, le fils de Noureddin rassemble les gens de la cité et leur tient un discours émouvant. « Regardez cet homme injuste et ingrat qui veut me prendre mon pays sans égard pour Dieu ni pour les hommes. Je suis orphelin, et je compte sur vous pour me défendre en souvenir de mon père qui vous a tant aimé. » Profondément touchés, les Alépins décident de résister jusqu'au bout au félon Youssef, qui cherche à éviter un conflit direct avec As-Saleh, lève le siège. En revanche, il décide de se proclamer roi d'Égypte et de Syrie
pour ne plus dépendre d'aucun suzerain. Les chroniqueurs lui conféreront en outre le titre de sultan, mais lui-même ne s'emparera jamais. Saladin reviendra plus d'une fois encore sous les murs d'Alep, mais sans jamais se résoudre à croiser le fer avec le fils de Noureddin. Pour tenter d'écarter cette menace permanente, les conseillers d'As-Saleh décident de recourir au service des assassins. Ils entrent en contact avec Rachid ed-Din Sinan, qui promet de les débarrasser de Youssef. Le vieux de la montagne ne demande pas mieux que de régler son compte aux fossoyeurs de la dynastie fatimide. Un premier attentat a lieu début 1175. Des assassins pénètrent dans le camp de Saladin, parviennent jusqu'à sa tente, où un émir les reconnaît et leur barre la route. Il est grièvement blessé, mais l'alerte est donnée. Les gardes accourent, et après un combat acharné, les Batinis sont massacrés. Ce n'est que partie remise. Le 22 mai 1176, alors que Saladin est à nouveau en campagne dans la région d'Alep, un assassin fait irruption dans sa tente et lui assène un coup de poignard sur la tête. Fort heureusement, le sultan, qui est sur ses gardes depuis le dernier attentat, a pris la précaution de porter une coiffe de maille sous son fez. Le tueur s'acharne alors sur le cou de sa victime, mais là encore, la lame est arrêtée. Saladin porte en effet une longue tunique d'étoffe épaisse, dont le haut col est renforcé de mailles. Un des émirs de l'armée arrive alors, saisit le poignard avec une main et de l'autre frappe le Batini qui s'écroule. Saladin n'a même pas eu le temps de se relever qu'un deuxième tueur bondit sur lui, puis un troisième. Mais les gardes sont déjà là et les assaillants sont massacrés. Youssef sort de la tente hagard, titubant, ahuri d'être encore indemne. Dès qu'il a repris ses esprits, il décide d'aller attaquer les assassins dans leur repère, en Syrie centrale, où Sinan contrôle une dizaine de forteresses. C'est la plus redoutable d'entre elles, Masyaf, perchée au sommet d'un mont escarpé que Saladin vient assiéger. Mais ce qui se passe en ce mois d'août 1176, au pays des assassins, demeurera sans doute à jamais un mystère. Une première version, celle d'Ibn al-Hathir, dit que Sinan aurait envoyé une lettre à l'oncle maternel de Saladin, jurant de faire tuer tous les membres de la famille régnante. Venant de la part de la secte, surtout après ces deux tentatives d'assassinat dirigées contre le sultan, cette menace ne pouvait être prise à la légère. Le siège de Masyaf aurait alors été levé. Mais une seconde version des événements nous vient des assassins eux-mêmes. Elle est consignée dans l'un des rares écrits qui ait survécu à la secte, un récit signé par l'un de ses adeptes, un certain Abou Firas. Selon lui, Sinan, qui était absent de Masyaf lorsque la forteresse fut assiégée, serait venu se poster avec deux compagnons sur une colline voisine pour observer le déroulement des opérations, et Saladin aurait ordonné à ses hommes d'aller le capturer. Une troupe importante aurait encerclé Sinan, mais lorsque les soldats auraient tenté de s'approcher de lui, leurs membres auraient été paralysés par une force mystérieuse. On dit que le vieux de la montagne leur demanda alors d'avertir le sultan qu'il désirait le rencontrer personnellement et en privé, que, terrorisés, ils coururent raconter à leur maître ce qui venait de se produire, et que Saladin, n'en présageant rien de bon, fit répandre de la chaux et des cendres tout autour de sa tente pour détecter toute trace de pas, tandis qu'à la tombée du jour, il installa des gardes munis de torches pour le protéger. Soudain, en pleine nuit, il se réveilla en sursaut, remarqua l'espace d'un instant une figure inconnue qui se glissait hors de sa tente, et dans laquelle il crut reconnaître Sinan en personne. Le mystérieux visiteur avait laissé sur le lit une galette empoisonnée, avec un papier où Saladin put lire « Tu es en notre pouvoir ». Alors Saladin aurait poussé un cri, et ses gardes seraient accourus, jurant qu'ils n'avaient rien vu. Dès le lendemain, Saladin s'empressait de lever le siège et de revenir à toute vitesse vers Damas.